il nous est paru intéressant de se pencher sur l'histoire de la restauration dans notre pays pour comprendre les manières de faire aujourd'hui dans nos travaux de restauration de nos monuments et même de notre architecture plus simple que nous pouvons nommer architecture vernaculaire. Voici l'abbaye de Cluny, une grande abbaye française qui a été détruite pendant la Révolution française. En fait, la notion de monument historique est apparue pendant la Révolution, paradoxalement. Donc en 1790, on commence à parler de monument historique dans la première Constitution française. Et cette notion apparaît par réaction aux destructions considérables qui ont eu lieu dans notre pays au moment de la Révolution. De nombreux édifices de notre patrimoine disparaissent par des destructions intempestives. Et Alexandre Lenoir, qui est un historien, crée dans notre capitale, Paris, un musée des monuments français, dans lequel il va sauver ce qu'il peut sauver dans notre territoire. Il va entreposer dans ce monument, qui aujourd'hui, on est dans l'ancienne abbaye des Petits Augustins de Paris, au centre de Paris, et aujourd'hui c'est le musée, c'est l'école des Beaux-Arts, l'école d'architecture, enfin l'école des Beaux-Arts. Et Alexandre Lenoir crée donc je ne vois pas mes photos, ce monument et sauve un certain nombre de portions d'édifices, comme ici, vous voyez le porche du très beau château du XVIe siècle, du château d'Annay, qui est un château Henri II, donc on est au cours du XVIe siècle. Et donc on démonte des édifices pour les remonter dans la cour de l'école des Beaux-Arts. Et c'est il me semble que c'est l'élément fondateur de ce qui va être la préservation des monuments dans notre pays. Alors évidemment, il y a aussi, vous voyez ici cette salle dans laquelle il entrepose des sculptures monumentales, des éléments d'architecture, des fragments d'architecture qui vont créer une conscience de préservation de nos monuments. D'ailleurs, cette conscience je vais dans l'autre sens, voilà. Cette conscience de la préservation du monument apparaît en même temps avec le mouvement romantique en littérature, avec Chateaubriand, qui va publier dès le début du XIXe siècle Le génie du christianisme, qui montre que déjà il faut essayer de sauver le patrimoine chrétien, et puis surtout Victor Hugo, qui avec son livre sur la destruction des monuments de France en 1825, et puis son célèbre livre Notre-Dame de Paris en 1831, va plaider en faveur de la sauvegarde plus générale des monuments anciens, dénonçant les destructions aveugles de certains de nos monuments. Alors, deux personnages sont tout à fait très importants dans la création du service des monuments historiques français. C'est tout d'abord à votre droite Prosper Mérimée, qui est un auteur de littérature et qui va être nommé le premier inspecteur général des monuments historiques en 1830, et c'est lui qui est véritablement le fondateur du service des monuments historiques qui va permettre de protéger des monuments. Et puis évidemment, je vous montre la photo de Eugène Viollet-le-Duc, qui est notre lointain prédécesseur, premier architecte en chef des monuments historiques, à qui on va confier, très jeune, dès l'âge de 26 ans, la restauration de monuments considérables, comme l'abbaye de Vézelay ou comme Notre-Dame de Paris. Et Viollet-le-Duc va inspirer une manière de faire, de travailler, qui va donner l'élan de ce que seront la restauration et l'étude des édifices dans notre pays. Et voyez ici, par exemple, le château de Pierrefonds, qui est le château de l'empereur Napoléon III, qui est en ruine totale
et dont Viollet-le-Duc va faire l'étude générale. Voilà, j'ai du mal avec le... Voilà. Il fait un relevé architectural très précis. Viollet-le-Duc était un grand dessinateur. Il avait fait l'école des beaux-arts, il dessinait très très bien. Et il nous fait un relevé architectural extrêmement précis du château de Pierrefonds. Et vous voyez ici son projet de restauration de ce château. Et voici le travail, quelques années après, le travail de restauration qu'il aura inspiré. Et Viollet-le-Duc parle très clairement de sa manière de faire et de procéder. Et il nous dit dans son célèbre dictionnaire de l'architecture, le mot et la chose, il parle de restauration, le mot et la chose sont modernes. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Ainsi, Viollet-le-Duc donne une sorte de chemin vers lequel de nombreux architectes vont s'engouffrer pour faire de la restauration de monuments, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte réinventer et inventer le monument historique. Alors par exemple, au Mont-Saint-Michel, le premier architecte en chef des monuments historiques, qui s'appelle Édouard Corroyer, s'inspire totalement des thèses de Viollet-le-Duc, et sur un édifice qui est dans un état que l'on sait pitoyable au cours du XIXe siècle, un édifice qui a été très malmené par la création d'une prison dans l'édifice. En fait, c'est ce qu'il a sauvé, mais et donc, Corroyer fait un travail considérable de relevés architectural, d'analyse archéologique, et va faire un projet évidemment très inspiré par Viollet-le-Duc, puisqu'il recrée l'édifice, il donne une image de cet édifice qui peut n'avoir jamais existé, qui en réalité n'a jamais existé. Et non seulement il traite l'abbaye, qui est au sommet de l'édifice, mais également il traite le village. Il traite également les remparts qui entourent et qui sont la fortification de cet édifice extraordinaire qui date du IXe siècle. Malgré cela, le sujet porte à polémique puisque un historien de l'art qui est bien connu, John Ruskin, affirme, avant tout ce travail, que ce que l'on appelle prétendument restauration n'est en fait que la pire forme de destruction. Il est impossible, aussi impossible que de ressusciter les morts, que de restaurer ce qui fut grand ou beau en architecture. Et je vous ai montré volontairement Stonehenge. Pour Ruskin, eh bien Stonehenge, c'est l'image du monument historique tel qu'on doit le transmettre aux générations futures. Alors je reviens sur le cas du Mont-Saint-Michel. Puisque c'est tout à fait intéressant, c'est un grand monument français, un édifice qui est classé monument historique dès 1862 et qui nous permet finalement, en analysant les travaux qui ont été réalisés dans cet édifice, de voir un petit peu comment la doctrine s'est forgée petit à petit dans notre pays, la doctrine de restauration. Et dans la deuxième partie que je traiterai plus tard dans le futur village, là, eh bien, nous parlerons de l'évolution de cette doctrine. Mais contentons-nous tout d'abord de regarder ce qui a été fait au Mont-Saint-Michel. Alors nous étions restés à Corroyer. Eh bien, Corroyer n'a pas abouti son projet. Il a été remplacé par un autre architecte des monuments historiques, Victor Petitgrand, qui doit avoir à intervenir sur la croisée de l'église. Travail énorme. Puisque lors de la restauration de la croisée de l'église abbatiale, donc le sommet du mont, quelque chose qu'on voit de partout, qui est l'emblème même de l'édifice, eh bien, Corroyer n'avait pas hésité à supprimer, enfin à démolir, avec l'intention de la reconstruire, la croisée du XIIe siècle, puis qui était surmontée par une croisée du XVIIe siècle. Et Petitgrand balaye tout ça d'un revers de la main et reconstruit la croisée en pseudo-médiévale et surmonte l'édifice d'une flèche gothique avec Saint-Michel, l'archange Saint-Michel tout en haut.
Voilà les quelques photos qui vous montrent l'évolution de ce qui est fait. Donc vous avez l'édifice avant la restauration, puis les travaux en cours, et enfin l'édifice au début du XXe siècle, où là, la croisée, j'ai pas de flèche, une flèche qui permet, voilà, où vous voyez tout en haut, donc l'édifice terminé. Alors, au début ce qui est intéressant aussi, c'est que le statut de cet édifice va petit à petit prendre de l'importance au niveau touristique. Et je pense que ce sujet est tout à fait proche de nos réflexions dans ce symposium, puisque il n'y avait pas, on accédait à l'édifice par bateau à l'origine. Et très vite, lors du classement de l'édifice, eh bien, les habitants du Mont-Saint-Michel, ce qu'on appelle les Montois, se sont dit, mais ça c'est une manne touristique et économique très intéressante, commerciale, et donc on va créer un pont, une digue pour accéder au Mont-Saint-Michel. Et cette digue va en fait créer beaucoup plus de soucis à la population que d'apporter de réponses. Et on va entraver de cette manière-là, en quelque peu, le patrimoine qui va... la population va être submergée, en quelque sorte, par cette population touristique qui va affluer au Mont-Saint-Michel. Et ça va avoir des incidences importantes sur non pas sur l'abbaye, on va continuer à restaurer l'abbaye comme on le fait, c'est-à-dire on invente plus ou moins, mais dans le village, eh bien, on va voir fleurir des constructions qui sont tout à fait modernes, alors pseudo-médiévales ou mais qui vont permettre d'accueillir les touristes. Et on va complètement modifier l'aspect de ce village et du fait de cette digue qui va entraîner donc de nombreuses populations à venir visiter le Mont-Saint-Michel. On va même créer un musée, vous voyez, dans un style gothiquisant, un petit peu éclectique, comme on sait bien le faire à la fin du XIXe siècle en France. Eh bien, cet ensemble de constructions va petit à petit ruiner l'aspect d'origine du Mont-Saint-Michel qui jusque-là, jusqu'à ce classement, avait été plutôt protégé. Donc en fait, il y a un effet pervers du classement au titre des monuments historiques, ce qui est quand même un petit peu paradoxal. Alors, l'État se rend bien compte de cette question et petit à petit, avec notamment Prosper Mérimée, mais qui va décéder, mais le service des monuments historiques se met en place à la fin du XIXe siècle et l'État va créer une loi qui est la loi du 31 décembre 1913, qui est une loi très importante pour nous dans les monuments historiques en France, parce que c'est la loi qui permet de classer un édifice, mais non seulement le classer, mais il y a en même temps des obligations et des devoirs de la part des propriétaires de ces édifices. Et l'État, de cette manière-là, va s'insurger dans la propriété privée et permettre de maîtriser en quelque sorte le patrimoine, non seulement le grand patrimoine comme l'abbaye, mais également dans le village, en classant un certain nombre d'édifices, eh bien, il va permettre d'intervenir dans l'architecture vernaculaire. Alors vous voyez, aujourd'hui, voici l'emprise du classement au titre des monuments historiques du Mont-Saint-Michel. Petit à petit, ce sont des propriétés, et en réalité, aujourd'hui, tout est classé monument historique. Et ça permet à l'État d'intervenir partout, ce qui n'était pas le cas, évidemment, au XIXe siècle, ce qui a autorisé ces constructions un petit peu sauvages, un petit peu partout. Et donc voilà l'emprise du classement sur l'édifice. Alors aujourd'hui, on n'en est plus à la loi du 31 décembre 1913, évidemment, on a dépassé cette protection, et notamment de nouvelles protections sont apparues, notamment la protection au titre des sites, qui a permis de classer au titre des sites l'ensemble de la baie du Mont-Saint-Michel, et le classement au titre de l'UNESCO, évidemment, le patrimoine mondial, puisque l'ensemble de la baie est inscrit au patrimoine mondial. Alors, la loi du 31 décembre 1913, et je vais m'arrêter sur cette réglementation qui est tout à fait contraignante et très intéressante en fait pour la protection des monuments historiques. Qu'est-ce qu'elle dit? En gros, les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie. Ça veut dire que n'importe quel édifice peut être classé en totalité ou en partie. Peu importe le choix, du moment où on a un intérêt historique ou un intérêt aux yeux de l'art, eh bien on peut classer monument historique. Donc tout va se porter sur la question de l'appréciation de tel ou tel édifice. Est-ce que cet édifice est intéressant d'un point de vue historique ou d'un point de vue artistique? Et même on dépasse aujourd'hui un petit peu ce cadre-là en parlant aussi d'ethnologie. Et donc tout est devenu patrimoine en quelque sorte. On le voit bien ici, puisque l'ensemble du mont est classé monument historique. Alors quand le propriétaire n'est pas d'accord avec ce classement, ça peut se trouver, eh bien l'État s'autorise à classer d'office, malgré le désaccord du propriétaire. On va lui imposer la protection au titre des monuments historiques. C'est une réglementation extrêmement forte, comme vous pouvez le constater. Et l'État prévoit même, si vraiment le propriétaire n'est pas d'accord, d'exproprier, de lui retirer sa propriété. Vous imaginez quand même la force de cette réglementation, et qui encore aujourd'hui, de nos jours, existe et est en vigueur. Le propriétaire, quant à lui, ne peut pas détruire ou déplacer le monument sans avertir l'administration, qui va évidemment, l'État, va refuser le déplacement. La modification se discute et donc le service des monuments historiques se permet de discuter avec le propriétaire sur telle ou telle modification. Alors ça intéresse les grands monuments, encore une fois, mais pas seulement, puisque même une petite maison qui peut être considérée comme classée monument historique, eh bien, le propriétaire ne pourra pas faire son bon vouloir dans cet édifice. Et l'État prévoit même que s'il est nécessaire de faire les travaux dans ce monument, par exemple un édifice qui est en péril, par exemple, eh bien l'État peut procéder à ces travaux, c'est ce qu'on appelle les travaux d'office, malgré le désaccord du propriétaire, il peut faire exécuter les travaux. Enfin, parce qu'il y a une contrepartie quand même à cette réglementation très forte, l'État a prévu d'aider le propriétaire pour faire la restauration. Et ça aussi, c'est un régime très intéressant, parce que donc l'État apporte des subventions pour restaurer le monument. Alors évidemment, c'est au gré des possibilités budgétaires, mais ce système est toujours en vigueur aujourd'hui, et l'État donc apporte des subventions pour restaurer les monuments. Voilà donc ce que je voulais vous dresser très rapidement. Donc entre Viollet-le-Duc et aujourd'hui, voici comment est formée et dirigée la protection des monuments historiques. Nous avons d'un côté des gens qui s'occupent de la restauration. Donc, je parlais de Viollet-le-Duc parce que c'est lui qui a donné l'élan, si vous voulez, de la restauration. Et Ruskin parce que c'est lui qui a donné une sorte de butoir en disant « mais non, il ne faut pas aller aussi loin, vous pouvez quand même être un petit peu en retrait de cette partie-là ». Et puis accompagnant cette manière de faire, eh bien, vous avez cette réglementation extrêmement forte et qui nous apporte, nous, architectes des monuments historiques, une possibilité de faire dans nos monuments qui est assez considérable si cette loi n'existait pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je terminerai par cette très belle photo de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. Merci beaucoup.